Et si on parlait de visibilité sans s'épuiser? Je le sais, c'est une affirmation qui est très souvent utilisée, mais je pense que si c'est un message qui percute autant, c'est que plusieurs entrepreneurs ressentent un épuisement à vouloir maintenir une présence accrue et constante sur les réseaux sociaux. Parce que créer du contenu en continu, être présente partout, suivre les tendances, ça peut vite devenir épuisant. Et pourtant, malgré tous ces efforts-là, plusieurs entrepreneurs ont l'impression que leur visibilité reste fragile, instable et dépend énormément des plateformes. Donc, j'ai eu envie de recevoir deux expertes qui proposent une autre façon de faire, un autre point de vue intéressant sur le sujet. Clémentine Lavotte est stratège en communication. Elle aide ses clients à sortir des actions toutes faites dans le vide pour construire des stratégies plus intentionnelles, plus alignées et surtout plus soutenables dans le temps. Et Chloé Chenet est experte Pinterest. Elle accompagne les entrepreneurs à bâtir une visibilité qui dure en s'appuyant sur des contenus qui continuent de travailler pour eux bien au-delà du moment où ils sont publiés. Toutes les deux sont sur le web depuis les années 2010. Elles en ont vu passer des tendances, mais aussi ce qui fonctionne vraiment pour y rester. Donc aujourd'hui, on va parler de comment être visible, continuer à croître sans dépendre uniquement du contenu éphémère des plateformes et surtout sans s'épuiser dans le processus. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limites. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors, officiellement, bienvenue Clémentine, bienvenue Chloé. Salut Mélanie. Merci. je suis très contente de vous recevoir. Premier épisode où on est trois à jaser. Fait que ça, c'est une première pour mon podcast après, 5 ans d'opération. C'est la première fois que je fais ce format-là. J'ai fait des tables rondes, mais en différé. Fait que c'est pas la même énergie. Fait que je suis très contente d'avoir une discussion avec vous deux aujourd'hui. Et avant de rentrer dans notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai envie de connaître votre lien parce que quand vous m'avez contacté, l'objectif, c'était de venir ensemble, à deux, venir échanger sur le sujet là, par rapport aux réseaux sociaux et au contenu long. Donc, j'ai envie de connaître votre lien. Qu'est-ce qui vous amène à collaborer ensemble? Chloé, tu peux te lancer? Écoute, j'y vais. C'est ça, hein, plusieurs. C'est ça, qui prend la parole? Ouais, je vais vous nommer un bâton de parole. Avec Clémentine, on se suit depuis des années. On est un peu des dinosaures de l'entrepreneuriat francophone. Et on n'avait jamais énormément échangé, peut-être quelques petits messages par-ci par-là, mais pas créé encore de vrais liens. Et l'année dernière, en début 2025, Clémentine, dans sa newsletter, a tendu une perche pour inviter des gens sur son podcast. J'y ai répondu, je me suis dit, allez, cette fois, on y va, on va arrêter de se suivre en silence. Et puis, ce qui a été très marrant, c'est que dans tout le reste de l'année, la vie n'a pas arrêté de faire que nos chemins se sont croisés. On s'est retrouvés dans le même collectif, on s'est retrouvés au cabinet des curiosités où on a fait une conférence ensemble. Donc voilà, on n'a pas arrêté de se croiser. Donc on a une amitié qui s'est construite. Et puis on a aussi on s'est retrouvés sur nos valeurs communes, nos visions de la communication. Et moi j'avais une idée d'un produit. J'en ai parlé à Clémentine, elle m'a dit mais j'ai trop envie de le faire avec toi, et c'est comme ça qu'on s'est mise vraiment à travailler ensemble et à construire une offre ensemble, quoi. Voilà, très cool. Je me suis un petit peu incrustée dans l'idée, mais t'as bien fait, on est si alignés et on est si complémentaires toutes les deux. Mais oui. Et ça fait tellement d'années en fait qu'on se suit l'une l'autre. Je crois que Chloé, c'est une des premières personnes que j'ai suivies quand je me suis lancée à mon compte. Donc ouais, je sais pas, ça fait sens. Et comme elle dit, la vie nous a mis plein de petits clignotants
en C'est ça. 2025 pour nous dire, les filles, il serait peut-être temps, après quasiment 10 ans, à vous regarder dans l'ombre. Donc Ben oui, voilà. quand les as sont alignés, faut y Exactement. aller. Faut y aller. Puis j'ai envie de savoir l'évolution de la relation que vous avez avec les réseaux sociaux. Ça ressemble à quoi? Mettons, Clémentine, tu dirais quoi en premier lieu? Oh, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un peu en dents de scie, ma relation avec les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, puisque comme Chloé l'a dit, on n'est pas que des dinosaures dans l'entrepreneuriat, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est chacune à notre compte. On est aussi des dinosaures sur le Internet et la création de contenu, puisque l'une et l'autre, on fait du contenu depuis bien plus de 20 ans. Avant même qu'on entreprenne, Team Skyblog, blog, etc. Ah, Skyblog. Donc voilà, donc moi j'ai commencé à 11 ans à écrire sur internet, j'en ai 34 aujourd'hui, c'est pour vous situer un petit peu. Ah, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux au début, mais forcément les réseaux sociaux sont arrivés quand même assez vite dans ma vie. Je crois que mon premier réseau social, ça devait être MySpace à l'époque. Oui. Et oui, c'est un réseau social qui me manque beaucoup. J'aimais beaucoup ce réseau social. Mais c'était pas pareil. C'est vrai qu'il y a un changement avec l'entrepreneuriat, forcément, où tu professionnalises ta création de contenu. Au début, c'est du fun et tout, t'apprends. Il y a beaucoup de liens qui se créent, tu rencontres plein de gens et ça, c'est trop cool. Et puis, au fur et à mesure, il y a un peu la pression, le fait devoir toujours être constante, être présente, parce que sinon, les algorithmes, les machins, puis tous les changements qu'il y a autour des réseaux sociaux tout le temps, faut tenir la cadence, c'est épuisant. Et moi, je suis quand même quelqu'un qui, je m'appelle une flemmarde stratégique, c'est-à-dire que j'adore ne rien faire, j'aime pas perdre mon temps, mais voilà, le but dans ma vie, c'est pas de passer plus d'heures à travailler plus efficacement pour passer plus d'heures à faire des trucs qui me font kiffer en dehors du taf, genre lire, sortir, faire des concerts, jouer au Sims, en bref, ce genre de choses. Donc voilà, l'évolution, elle est un peu là de, en même temps, j'aime créer du contenu. Je sais faire, c'est vraiment ma zone de confort, ma zone de réassurance, mon petit cocon. Et en même temps, tu vois, ce matin, je devais faire de la création de contenu et j'étais là, j'ai pas envie. J'ai la flemme. Alors, je l'ai fait parce que j'avais un post à faire pour le podcast. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup d'envie ce matin. Donc, voilà. Oui, je comprends. Il y en a beaucoup que c'est comme ça, effectivement. Une relation amour-haine un peu, là. Des fois, on adore, puis des fois, on peut aimer tout le beau que ça amène, mais il y a aussi le côté un peu fatigant, un peu épuisant de la chose. Et toi, Chloé, comment ça s'est présenté pour toi? Est-ce que c'est Team MySpace aussi et Skyblog? Ouais. Alors, je n'ai pas eu de Skyblog. J'ai créé un blog, je ne sais plus si c'était sur Skyblog, mais sûrement. J'ai publié un post et j'ai immédiatement été terrifiée à l'idée que des gens lisent ce que j'écrivais et me trouvent nulle. Et je ne suis plus jamais revenue. Mais par contre, j'ai eu, le MySpace, j'ai appris à coder en HTML avec MySpace pour pouvoir mettre des paillettes et des choses comme ça sur mon profil. Important, oui, c'est très, important. très important. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans le web. J'ai été engagée par une blogueuse mode pour venir travailler avec elle en 2008. Donc j'ai quand même été dans les blogs et tout ça relativement tôt dans l'histoire du web. Et surtout à l'âge d'or des blogs. Et puis après, donc les réseaux sociaux, moi quand j'ai commencé à travailler dans le web, il y avait pas trop de réseaux sociaux. Enfin, on avait un profil Facebook, mais aucune utilisation professionnelle là-dessus. Et j'ai adoré quand Instagram est arrivé, Twitter, enfin tous les réseaux sociaux, j'ai adoré, je les ai tous utilisés à fond. Et puis petit à petit, ça s'est pas transformé en une relation très épanouissante, quoi. C'est plutôt devenu une relation toxique. Alors, comme dit Clémentine, il y a ce moment où on passe à une utilisation vraiment pro et on n'est plus là à partager ce qui nous passe par la tête, mais à se dire, ok, c'est pour vendre, machin, faut que je réfléchisse à ce que je fais. Donc déjà, ça amène une petite difficulté, mais puis il y a aussi tout ce qu'il y a derrière les réseaux sociaux. Donc déjà, les entreprises qui sont derrière les réseaux sociaux me tendent un petit peu, leurs valeurs sont à l'opposé des miennes, donc ça m'a
amener une friction. Et puis ouais, c'est cette injonction à créer toujours plus. On a l'impression qu'il faudrait faire que ça pour que ça marche parfois. Cette frustration de poster des trucs qui marchent pas et tu sais que t'as que 48 heures pour que ça marche. Donc une fois que ce sera fini, ça n'aura pas marché, bah voilà, faudra faire autre chose. Ça m'a vraiment fatiguée des réseaux sociaux. Et puis il y a un moment où je me suis rendu compte que moi, en fait, si j'ai commencé à travailler dans le web, c'est parce que j'aimais écrire et que j'aimais ne pas être limitée dans ce que j'écrivais en nombre de caractères, que si j'ai envie que ce soit long, parce que j'ai plein de choses à dire, ce sera long. Et du coup, il y a vraiment eu cette frustration sur les réseaux sociaux de déjà devoir réduire, synthétiser mon message, de pas forcément reposer que sur l'écrit pour Instagram, de devoir faire à chaque fois des visuels, des photos, des machins, ça m'a énormément pesé et ça a fait que en fait très rapidement j'ai arrêté d'être régulière sur les réseaux sociaux parce que j'arrivais pas à tenir la cadence et parce que ça m'amenait pas tellement de plaisir. Très très rapidement, je me lassais du format quoi. Hmm. Et là est arrivé, parce que dans le fond, Chloé, une de tes expertises, tu parlais de l'écrit, mais en termes de présence en ligne, c'est beaucoup par Pinterest que ça a développé ton activité. Clémentine, le podcast, est-ce qu'il y a, tu sais, comme je vois que vous êtes vraiment dans, justement, vous avez mis votre focus à l'extérieur des réseaux sociaux et d'Instagram. Qu'est-ce qui amène qu'est-ce qui amène à faire le switch ou le move? Est-ce que ça a toujours été le cas dans ton cas, Chloé ou Clémentine, ou vous avez vraiment pris la décision à un moment donné, OK, ben là, c'est terminé, je jette mon dévolu ailleurs? Non, moi, la première décision que j'ai prise, c'était d'ouvrir un blog. Je suis toujours restée fidèle à mon premier amour du blog et à l'écrit. Donc, moi, mon premier réflexe, et puis en plus, c'était en 2018 quand j'ai ouvert mon blog, quand j'étais déjà à mon compte, mais quand j'ai commencé à me dire, faut peut-être communiquer un peu pour trouver des clients, ça ne vient pas tout seul. Ouais. Voilà, donc là, ma première action, en fait, ça a été de me créer un site et de me créer un blog, donc vraiment ce dont j'avais déjà l'habitude, et Pinterest pour accompagner le blog et de créer une newsletter. Et je crois que même je suis arrivée sur Instagram quelques mois après avoir déjà lancé mon blog. Mais j'ai eu après des gros moments de doute à me dire oui, le blog j'y crois toujours, mais tu devrais peut-être mettre plus d'énergie quand même sur Instagram. Voilà, il y a eu des gros moments de questionnement jusqu'à ce que l'année dernière je me dise mais stop, Instagram de toute façon t'arrives pas à être régulière, ça t'apporte pas de plaisir, mais tu peux pas être partout. J'ai aussi compris au fil des années que de toute façon je ne pouvais pas être partout. Donc, il fallait choisir où j'allais être. Et je me suis dit, choisis de faire ce que t'aimes faire le plus et arrête de publier sur Instagram. Et du coup, j'ai arrêté complètement. J'ai transformé mon feed en vitrine et j'ai dit, ciao Instagram. Puis on va y revenir après là, à cette vitrine-là, ça m'intéresse. Mais toi, Clémentine, est-ce que c'est le podcast qui a été l'ajout, en fait, pour comme te sortir un peu de cette pression-là? Ouais, comme Chloé, moi j'ai commencé avec le blog parce que voilà, pareil, c'était ce que je savais faire. Encore une fois, j'ai un blog depuis que j'ai 11 ans, donc quand je me suis dit bon alors moi aussi il faudrait que je communique parce que les clients ne viennent pas comme par hasard, ils ne savent pas que j'existe si je ne le dis pas. Et donc ça a été mon premier réflexe de faire un blog, pardon. Le podcast est arrivé qu'en 2023, donc c'est assez récent dans ma vie entrepreneuriale finalement. Le blog est toujours là, mais j'avoue que justement, j'aimerais lui refaire plus de place dans ma stratégie de communication parce que je l'ai un peu délaissé au profit des réseaux sociaux et du fait de faire du contenu régulièrement parce que moi, à la différence de Chloé, j'ai pas arrêté de poster sur Instagram. Mais voilà, l'idée c'est de réduire la cadence à 1 ou 2 par semaine pour avoir du temps pour me concentrer sur le podcast et le blog en faisant de la retranscription des épisodes de podcast en article de blog et bien sûr avec Pinterest pour le trafic évidemment. Mais ouais, du coup c'est vrai que en fait, si tu veux, c'est à partir de LinkedIn que j'ai fait ce switch pendant, je sais pas, 1 an, je dirais. J'ai essayé de rester sur LinkedIn parce que je savais que c'était une plateforme qui était intéressante pour mon activité, où mes clients étaient, mais j'arrivais plus à trouver de plaisir sur LinkedIn, à me sentir bien sur LinkedIn, à être bien dans l'écosystème LinkedIn, etc. J'ai essayé plein de formats différents, j'ai testé les lives sur LinkedIn en me disant, bon, ok,
je peux essayer d'avoir des conversations et faire du live sur LinkedIn, ça va me permettre d'être sur la plateforme, mais sans moi trop me casser la tête à faire du contenu. Puis au final, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire un podcast, j'ai envie d'avoir plus de place. Donc voilà, le fait que je me décide d'arrêter de poster sur LinkedIn m'a aussi forcé, entre guillemets, ou en tout cas m'a aidé à passer le cap de lancer le podcast. Et aujourd'hui, voilà, le podcast est quand même mon canal central. J'ai aussi ma newsletter, mais bon, c'est pareil, ça fait très longtemps que j'ai ma newsletter. Donc oui, et c'est parce que j'ai tout ça que je me permets aussi, tu vois, de me dire, c'est pas grave si je suis moins présente sur les réseaux sociaux, parce que il y a toujours des moyens de me trouver ailleurs, et parce que j'ai ajouté une brique dans ma stratégie qui est la stratégie média, ce qu'on est en train de faire là, d'être invité ailleurs que dans mon propre espace, faire des ateliers, donner des espèces de conférences, etc., que ça soit en ligne ou en physique. Voilà, donc sortir de juste les réseaux sociaux. Et c'est parce que j'ai toutes ces briques-là que je peux aussi me permettre de me dire, c'est pas si grave. Ouais, parce qu'il y a un truc aussi qu'on parle peut-être moins dans le sens où tu sais, on valorise beaucoup le contenu de longue vie, là, c'est-à-dire les blogs, les podcasts, même les gens qui bâtissent leur audience sur YouTube, par exemple. Tu sais, on le sait que ça prend du travail quand même le faire, là. C'est de l'investissement d'énergie et de temps. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que, puis je serais curieuse de savoir comment vous voyez la chose, puis comment vous le travaillez, mais par exemple, le podcast, parce que c'est l'exemple que moi je connais mieux, le fait de publier un podcast, c'est une chose, mais après ça, il faut que les gens le découvrent. Et moi, souvent, ce que je voyais, c'est la main tendue se faisait vraiment plus facilement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme si même en voulant créer un espèce de système avec du contenu plus de longue vie, du contenu long, ben, je me trouve quand même à devoir, entre guillemets, alimenter quand même la communauté pour justement le faire découvrir. Donc, c'est comme si des fois, j'ai des clients qui me disent, ah, mais tu sais, dans le fond, je pourrais juste avoir un blog puis un podcast, puis jamais rien publier sur les réseaux sociaux, mais c'est pas que, tu sais, c'est pas juste comme ça, un blog tout seul qui existe dans l'univers. Il faut il faut avoir une stratégie pour le faire découvrir. Fait que je comprends qu'il y a Pinterest et tout ça, mais qu'est-ce que vous pensez de comment on fait pour faire vivre le contenu long? Ben, on fait du SEO. Oui. Pour un blog, donc Pinterest, c'est du SEO, donc du référencement sur les moteurs de recherche. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche. C'est pour ça que c'est intéressant pour un blog Ben et que oui. ça a une durée de vie longue. Et donc, c'est aussi ce qu'on va faire pour ressortir dans Google. Donc, bien sûr, il y a d'autres façons de se faire connaître que le SEO. Mais quand on dit comment faire connaître un blog, c'est forcément la première chose à laquelle je pense, parce que voilà, si tes articles de blog ressortent dans les résultats Google ou Pinterest des recherches que fait ton audience, bon bah du coup ça va attirer ces personnes sur ton blog. De là, ça va l'emmener vers tes offres ou vers ta newsletter qui renvoie elle vers tes offres. Donc il y a ce SEO qu'il faut vraiment pas oublier, et c'est là depuis le début du web, et ça continue à être là, et ça continuera à être là tant qu'on fera des recherches à un endroit. On fera du SEO, et ça, c'est une façon de se faire connaître à long terme, parce que quand on est bien référencé, généralement, ça dure. C'est pas pendant 48 heures, Google nous met en première page. Ben oui. C'est Google a décidé de nous mettre en première page. On va a priori y rester un petit moment. Donc c'est ça qui permet de vraiment rentabiliser ces contenus longs, même si après il y a aussi d'autres techniques. On parle de réseaux ou de médias comme disait Clémentine, de collaboration, d'intervenir dans des événements. Ça ramène aussi des gens sur le site. Moi j'ai vu, on a participé à un événement début janvier. J'ai eu un pic de visite pendant 2 semaines sur mon site à ce moment-là, parce que les gens sont venus voir ce qui se passait sur mon site. Et ces gens-là, bon, après là, je n'ai pas parlé avec eux, donc je peux pas dire ils ont fait ça, mais on peut supposer que ils sont peut-être allés lire mes articles de blog, que ça les a peut-être convaincus que j'étais la bonne personne pour parler de ce dont je parlais, voilà, ce genre de choses, quoi. Mais bon, le SEO, ça reste la stratégie principale quand on veut faire connaître un blog. Oui, puis l'affaire qui est moins sexy, là, aussi,
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quelque chose de long terme. Mhm. Tu sais, alors que je pense que les réseaux sociaux vont beaucoup miser sur l'approche court terme. Donc là, c'est sûr que l'entrepreneur qui est comme avide de résultats rapides, bâtir une stratégie avec le SEO, c'est même aujourd'hui le GEO, là, tu sais, pour les Ouais. intelligences artificielles, ben c'est quelque chose qui se fait quand même. Je pense pas que du jour au lendemain, tu as eu le trafic tu sais, Non. que vous avez aujourd'hui, en fait, là. Non. Mais d'ailleurs, je pense pas que. Enfin, le SEO, je trouve que c'est super et ça a vraiment un intérêt fort. Mais par contre, ce que je dis souvent à mon audience, c'est si vous commencez et que vous n'avez pas de clientes, alors c'est top, vous avez peut-être du temps pour rédiger des articles de blog, faire du SEO et tout. Mais par contre, il va falloir faire autre chose à côté pour avoir des clients de façon un peu plus immédiate. Le SEO, il va payer plus tard et vous serez Ouais. super contente d'avoir fait ça. Mais là, tout de suite, faut pas se dire, j'ai ouvert un blog, j'ai publié 2 articles, demain, je vais signer 10 clients. J'attends. Sauf Ouais. qu'on est sur un truc très très niche, avec beaucoup de résultats de Oui. recherche et qu'il y a peu d'articles. Voilà, ça c'est après ça dépend de son activité. Je suis bien d'accord avec toi, Chloé. Et c'est du long terme et c'est vraiment planter des petites graines et continuer de les arroser et voir l'arbre pousser doucement mais sûrement. Quand on plante un pommier, on va pas manger une pomme dès le lendemain, on le sait. C'est du travail long terme. Bah, c'est pareil avec le blog et même le podcast, parce que même sur le podcast, il y a aussi du PSO, du coup on appelle ça, alors qui du coup est vraiment sur les plateformes de podcast, c'est-à-dire sur Spotify ou Apple Podcast. Quand tu tapes des mots-clés, tu peux avoir des épisodes qui remontent. C'est pas encore sur Google, pas encore dans les IA, mais on peut bien penser que ça va arriver, hein, de toute façon. Donc effectivement, c'est du long terme, mais je pense que c'est intéressant, et c'est aussi intéressant, je pense, d'en parler autour de soi. Moi, je le vois pas mal parce qu'en vrai, on dit oui, les réseaux sociaux et tout, c'est bien pour faire connaître, mais il faut faire sortir les gens des réseaux sociaux. Et ça, Ouais. c'est un peu complexe. C'est une paire de manches pas évidente parce que les gens qui sont sur Instagram, LinkedIn peut-être un peu moins parce que c'est un réseau un peu plus professionnel, donc peut-être qu'ils cherchent aussi ce genre de contenu un peu plus long, mais tout ce qui va être TikTok, LinkedIn, Instagram, les gens ils scrollent, ils regardent Insta pendant qu'ils sont en train de faire un truc, attendre que l'eau n'ait pas de bout, faire une petite pause de scroll entre deux tâches, etc. Et du coup ils sont pas dans forcément l'optique de sortir de la plateforme, mais aller écouter un épisode de podcast ou lire un article de blog. Donc si on ne continue pas à leur répéter que ce contenu existe, il y a peu de chances de les faire sortir. Moi, je le vois bien, mais mes épisodes de podcast, j'ai beau en parler sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement là que j'ai des pics d'écoute. J'ai des pics parce que j'ai des personnes qui parlent de mon podcast, qui vont aller l'écouter, qui sont abonnés sur leur plateforme d'écoute. Et moi, là, par exemple, j'étais en événement ce week-end, j'ai parlé de mon podcast, toutes les personnes m'ont dit « Ah bah trop bien, ils se sont abonnés, etc. » Le lendemain, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Bah je me suis endormie en écoutant tes épisodes et tout. » On n'a pas assez marre de m'entendre une fois. Donc voilà, je pense que c'est aussi important d'en parler aussi aux vrais gens de la vraie vie, aux gens qu'on croise en fait. Ben oui. Et ça peut être aussi une manière de faire connaître nos contenus longs, et comme disait Chloé aussi, pourquoi pas miser sur le média, etc., faire des collabs. Enfin voilà, il y a encore une fois pas que juste faire un post sur les réseaux sociaux égale j'ai de la visibilité sur mon média plus long, quoi. Non, je pense, exact, c'est pas si magique. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, Clémentine, rapidement, je pense que aujourd'hui, la création de contenu, il faut la combiner avec des stratégies que je vais appeler humaines, entre guillemets, qui sont voilà, le réseau, les collabs, des échanges plus directs. Moi, je mets mon contenu et j'attends qu'il fasse son effet, mais de combiner ça avec d'autres choses pour amener des gens sur mon contenu, mais aussi pour créer d'autres liens différents. Et je pense que c'est hyper important de mélanger ces deux éléments aujourd'hui, le contenu et les relations humaines réelles, entre guillemets, quoi. Ah oui, vraiment. Je pense qu'on arrive un peu comme l'espèce de phase de maturité de toute façon de ce qui est le web, puis on voit la limite que ça crée. Puis comme tu dis, Chloé, je pense que là, on vient à un moment où
ben justement, on veut rencontrer des nouvelles personnes, on veut un petit peu plus sortir de chez soi, faire des réseautages ou des activités. Puis c'est là où on voit à quel point c'est riche. Puis moi, ce qui me surprend toujours, en tout cas, surtout avec le podcast, c'est que des fois, on ne voit pas qui écoute nos épisodes. On n'a pas de visibilité. On voit un nombre de téléchargements, un profil sociodémographique et c'est tout. À part s'ils partagent puis s'ils nous en font part, mais je me rends compte des fois en rencontrant des gens dans des événements qui me disent « Ah, j'écoute ton podcast, j'adore ça », puis ils ont l'impression vraiment de nous connaître. Je pense que c'est le côté que j'aime le plus du podcast, c'est que c'est notre voix, c'est humain, c'est plus chaleureux. Fait que ça crée vraiment une connexion. Fait que même si statistiquement, il y a moins peut-être j'allais dire de paire de yeux, mais de paire d'oreilles, des fois sur certains contenus, ça reste que les gens qui prennent la peine d'écouter un épisode au complet sont nettement plus engagés, nettement plus qualifiés aussi pour devenir des clients. Fait qu'il y a quelque chose de très puissant, je trouve, dans ces médias-là. Puis probablement aussi pour le blog, même si c'est pas la voix parlée, c'est la voix unique, c'est la personnalité qu'on a à l'écrit. On passe du temps à lire des contenus longs. C'est pas mal plus engageant qu'un petit reel de 8 secondes, là. Avec un texte en caption. Ah ouais, c'est clair. Je pense que la puissance de l'engagement, quand tu fais le choix que ça soit un blog, un podcast ou même sur YouTube, quand tu fais le choix de passer 10, 15, 20, 30, 50 minutes avec une personne pour écouter son contenu, c'est une preuve que tu t'intéresses à ce que la personne a à dire et que ça t'apporte quelque chose, que effectivement sur les réseaux, comme on l'a dit, et on le fait toutes, à scroller parce que on attend que l'eau des pâtes elle bout, parce que vas-y, je fais une pause de 3 secondes pour entre deux tâches, et voilà, j'ai monté mes épisodes de podcast ce matin, pendant que mon épisode de podcast il est en train de s'exporter, qu'est-ce que tu fais? Un petit coup sur Insta, tu scrolles et puis hop, tu retiens rien, tu vois rien, et donc oui, c'est comptabilisé comme des vues, j'ai peut-être liké des trucs, mais en fait, c'est déjà sorti de ma tête, contrairement au temps que je vais prendre à regarder une vidéo, écouter un podcast ou lire un article de blog. Et là-dedans, ça remet aussi, comme disait Chloé, de l'humain, en fait. C'est aussi considérer la personne en prenant le temps d'écouter ou de lire ce qu'elle fait, quoi. Puis donc, pour celles et ceux qui vont nous écouter, qui vont se reconnaître dans le discours de se sentir fatigué, là, justement, dans la spirale de création de contenu sur Instagram, LinkedIn, Facebook, peu importe la plateforme, en fait, c'est toujours relativement les mêmes algorithmes qui nous poussent à devoir beaucoup se renouveler puis créer énormément. Ce serait quoi votre message pour ces entrepreneurs-là? Et ce serait quoi les premières questions à se poser, à savoir, parce qu'il y a l'option de continuer plus légèrement comme tu le fais, Clémentine, mais il y a aussi le choix de peut-être tirer la plug, comme on dit ici, chez nous, sur une plateforme ou sur les réseaux sociaux au complet. Ce serait quoi le questionnement à avoir? Moi, je pense que la première question à se poser, c'est ce réseau social que j'ai envie de quitter ou de ralentir, quelle place il occupe aujourd'hui dans mon entreprise? Est-ce qu'il m'apporte beaucoup de clients ou pas beaucoup de clients? Parce que si Instagram, c'est votre premier canal d'acquisition de clients, ni Clémentine ni moi n'allons vous dire « Mais oui, mais va-t'en, arrête de publier, fais autre chose, ouvre un blog demain et puis arrête Instagram. » Parce que non, c'est pas le but. Donc déjà, faire ce petit bilan de qu'est-ce que ça apporte concrètement dans mon business, pas juste moi comment je me sens, mais vraiment ça apporte quoi en termes de visibilité, de clients, d'opportunités. Et là, ça peut permettre de voir, ok, ça m'apporte pas tant que ce que je croyais, ou si en fait c'est ultra important, et à partir de là, de décider où est-ce qu'on va d'abord devoir se concentrer sur construire des alternatives pour, dans 6 mois, 1 an, pouvoir quitter le réseau social en question, ou est-ce que dès aujourd'hui, on peut peut-être commencer à prendre un autre chemin parce qu'on a déjà quelque chose d'autre qui fonctionne à côté, quoi. Ouais, c'est c'est repenser en fait la place des réseaux sociaux dans notre écosystème de communication, de savoir à quoi ils nous servent vraiment en fait dans la réalité
de notre entreprise, parce que souvent on part du principe, Chloé a parlé de canal d'acquisition, et souvent c'est comme ça qu'on voit les réseaux sociaux. On se dit les réseaux sociaux sont forcément la porte d'entrée dans mon univers, c'est forcément par là que je vais me faire découvrir, alors qu'en réalité c'est pas nécessairement vrai pour tout le monde, pour tous les business. Il est possible que, et moi je le vois avec mes clientes, qu'il y ait d'autres portes d'entrée dans votre univers plus adéquates pour votre cible, qui soient pas les réseaux sociaux en fait. Et donc ça veut pas dire forcément arrêter les réseaux sociaux, mais remettre les réseaux sociaux à leur place dans l'écosystème et dans l'objectif qu'ils ont dans votre communication. Moi c'est ce que j'ai fait par exemple l'année dernière. J'ai retravaillé mon positionnement, j'ai retravaillé ma cible, et en refaisant une enquête terrain pour bien cibler, bien connaître ma cible et bien connaître comment elle fonctionne, quelle et sa manière de trouver de l'information, etc. Je me suis rendu compte que si elle doit chercher une stratège en communication pour l'aider sur sa stratégie, elle va d'abord demander à son réseau autour d'elle. Après, si autour d'elle, personne n'a de recommandations à lui faire, elle va aller regarder les entrepreneurs qu'elle aime bien, et regarder si eux, ils ont pas interviewé quelqu'un ou parlé de quelqu'un. S'il y a pas ça, elle va aller faire un petit peu de veille, elle va aller fouiller un peu Internet. Mais elle regardera pas les réseaux sociaux. Elle va pas chercher directement depuis les réseaux sociaux. Donc, dans mon cas personnel, dans ma réalité et dans la réalité de ma cible, ça ne sert à rien que je cherche à faire d'Instagram mon canal d'acquisition, par exemple. Parce que ça serait que m'épuiser à faire des efforts pour rien je vais crier sur Instagram pour qu'on me découvre, alors que ma cible ne fait pas ça. Ce n'est pas sa réalité. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Donc, ça veut dire remettre Instagram dans sa place dans mon écosystème, qui est que Instagram, ma cible va l'utiliser en mode ok, je t'ai entendu, je t'ai vu ailleurs, je t'ai découvert, on a parlé de toi, et je viens voir sur tes réseaux sociaux qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que t'as dans le bide, comment tu travailles. Et du coup, c'est pas du tout le même contenu, c'est pas la même façon de faire, c'est pas le même rythme non plus, c'est pas la même pression non plus. Donc pour moi, c'est aussi questionner tout ça en fait, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces réseaux. Est-ce que effectivement, comme dit Chloé, aujourd'hui ils ont une vraie place, un vrai rôle dans notre activité, dans les résultats qu'on a? Si oui, du coup, où est-ce qu'ils nous servent? Est-ce qu'ils nous servent pour se faire découvrir? Est-ce qu'ils nous servent pour vendre? Pour les remettre à la place qui leur est la plus adéquate et la plus réaliste dans notre propre écosystème de communication, et dans notre réalité par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, et à la réalité de notre cible aussi, comment elle fonctionne. Parce que là, je vous parle de ma cible, mais celle de Chloé et la tienne, elle a sûrement il y en a d'autres, exact. Tu vois. Ouais, puis en fait, parce que ce que je trouve intéressant aussi, ce que j'observe, c'est je pense que les entrepreneurs pour qui les réseaux sociaux sont réellement leur canal d'acquisition principal vont être très verbaux justement sur le fait que, mon Dieu, les réseaux sociaux, c'est la voie en 2026, ma business a explosé grâce à mon contenu, on nous vend ça, mais je pense que les entrepreneurs qui sont plus on va dire, dans le contenu long, puis qui vont rouler leur boss, puis que ça va bien fonctionner, puis qui vont avoir des beaux succès sans être ultra présents sur les réseaux sociaux, mais on les entend comme moins fort. Donc, je pense que c'est peut-être ça la vision que beaucoup vont avoir, parce que même des fois, tu sais, je le vois avec mes clientes, là, oui, mais là, je sais que dans mon industrie, ils sont pleins, ils font plein de contenu, ils sont super, tu sais, ils font de la pub, ils sont présents, ils font tu sais, un contenu par jour. Moi, je peux pas rivaliser avec ça, mais justement, tu sais, comme tu le disais, Clémentine, c'est peut-être même pas une question d'acquisition pour ces entrepreneurs-là, mais des fois, on a la perception que c'est la chose à faire parce que c'est ce qui est vraiment valorisé, là. Les injonctions. Oui. Ça. Il n'y a jamais une stratégie magique qui marche pour tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que parfois on peut avoir ce sentiment, et dans ce cas-là, faut peut-être aller voir sur une autre plateforme. Là, on verra que tout le monde dit oh là là, c'est ici la stratégie magique qui marche pour tout le monde. Et une fois qu'on a fait le tour de toutes les plateformes, on se dit bon ok, elles sont toutes magiques, elles marchent toutes pour tout le monde. Laquelle marche vraiment pour moi?
Oui, exact, c'est ça. Donc, tu sais, je pense que dans ce que vous proposez aujourd'hui, parce qu'on a parlé du feed fixe, donc ça, c'est possible avec Instagram, cette idée d'avoir une grille, dans le fond, de posts qui vont rester là, qui vont rester un peu, qui vont agir comme vitrine. Est-ce que vous voulez me parler un peu de cette réflexion-là, de cette, je peux appeler ça une méthode ou disons une façon de faire que vous proposez aujourd'hui? Ouais, c'est une stratégie dont on parle pas trop encore de notre côté de l'Atlantique, puisque en Amérique, ça commence à prendre un petit peu plus. Mais c'est une alternative au fait de poster tout le temps sur Instagram, mais quand même d'avoir une présence. L'idée, c'est de se dire, si on veut me découvrir, non, parce que c'est pas une stratégie de découvrabilité. Non. Attention, petit warning. Mais disons que si on parle de moi, si quelqu'un parle de moi sur Instagram, veut me taguer en story, etc., mon profil existe et des gens pourront voir ce que je fais. Mais je vais laisser Chloé en parler puisque elle l'expérimente depuis 1 an, cette stratégie-là. Exact, là, elle le fait. Vous allez voir son profil pour vous inspirer. Du coup, on archive ou on met une démarcation claire avec le reste de ses posts et on publie donc 9 posts qui permettent de guider un peu notre audience, de lui montrer, ok, moi je suis telle personne, je fais ça, voici mes offres, voici mon freebie, t'arrives sur mon compte, bon tu sais déjà à peu près ce que je fais et ça permet du coup d'arrêter de poster sans pour autant, parce que moi j'ai eu ces questionnements quand je me suis dit mais si j'arrête de poster, super, je me dis j'arrête de poster sur Instagram, je voudrais plus être interviewée dans des podcasts. Oui, mais alors les gens dans les podcasts, ils vont me taguer et puis les auditeurs, ils vont aller voir sur Instagram, ils vont voir que j'ai rien publié depuis 2022 et se dire non mais elle est pas sérieuse ou elle a arrêté son business. Et donc là au moins il y a pas ça parce qu'on montre clairement ok moi j'ai arrêté et maintenant c'est là que tu peux me trouver, c'est ça que je fais. Ça permet de pas laisser complètement à l'abandon tout en même temps se libérer cet espace de se dire j'arrête de publier. Et en plus il y a plein de façons d'aborder, enfin plein, il n'y en a pas 150 non plus, mais il y a plusieurs façons d'aborder cette stratégie, je trouve, qui s'adapte vraiment à plusieurs situations. Donc, bien sûr, pas à tout le monde. Il y a des gens qui veulent et ont besoin de continuer les réseaux sociaux, très bien. Mais pour les personnes qui veulent ralentir, on peut se dire, moi, je supprime complètement Instagram de mon téléphone, je veux plus jamais y aller, je mets ma grille en place et ciao. Mais on peut aussi se dire, moi, je mets ma grille et je vais juste faire des stories parce qu'en fait, c'est ça le contenu que j'aime créer. J'aime bien la spontanéité du truc et je vais continuer à faire ça, quoi. Ou je vais continuer à faire des reels, par exemple, parce que je peux le séparer de ma grille. Donc, il y a plusieurs façons aussi d'aborder cette stratégie qui permet soit d'arrêter, soit de ralentir, d'avoir d'adapter ça à nos besoins, au temps qu'on a envie de mettre dedans, à l'énergie qu'on a envie de mettre dedans, et puis de pouvoir se donner l'autorisation de ralentir, de mettre son énergie dans d'autres stratégies qui nous font un petit peu plus de plaisir et sans pour autant laisser son compte complètement à l'abandon avec des posts qui ont 5 ans et qui ressemblent à rien et qui sont plus du tout d'actualité, quoi. L'idée, c'est d'avoir un espèce de mini-site, tu vois, un mini-site sur Insta, tu vois, t'arrives, ok, la dame, elle fait ça, c'est ça les problématiques qu'elle règle, ah tiens, je me reconnais, ah tiens, et puis elle me renvoie vers le canal où elle est plus active. Donc, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais, ça, est-ce que niveau trafic, Chloé, t'as vu qu'il y a encore du trafic sur tes pages qui arrivent d'Instagram ou, tu sais, c'est sûr que ça a dû quand même pas mal diminuer, mais ça existe encore, cette porte d'entrée-là? Alors, j'ai jamais eu... du coup, moi, ça faisait un moment que j'étais plus du tout régulière sur Instagram, que j'avais des périodes où je me disais... Allez, on s'y remet, et je m'y remettais un petit peu, et puis au bout de quelques semaines, j'étais là, non, j'en ai ras-le-bol. Donc du coup, en fait, c'était déjà plus quelque chose d'important qui m'apportait quelque chose vraiment dans mon business Instagram au moment où j'ai fait ça. Par contre, ce que j'ai vu que ça a changé, c'est que mais quasiment immédiatement après avoir mis ma grille en ligne, ça m'a libérée d'un poids énorme. J'étais plus à me poser 15 000 questions de allez, t'arrêtes pas, si tu publies pas, c'est pas sérieux, il faudra peut-être que tu te forces à publier. Il y avait plus de questions et ça m'a
Ça m'a libérée de l'espace mental, ça a libéré ma créativité, j'ai retrouvé plus de motivation, plus d'inspiration pour mon blog, pour ma newsletter et puis aussi, c'est quelque chose dont les gens ont commencé à me parler, en fait. J'ai reçu des messages de personnes qui me disaient: «Mais je découvre ce que tu as fait, c'est super. Quelqu'un m'a partagé ton profil, c'est génial ce que tu as fait. J'ai envie de faire la même chose parce que j'en ai ras-le-bol d'Instagram». Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu. En fait, moi, j'ai fait ça moi pour me libérer d'un truc et en fait, je me rends compte que ça parle à d'autres gens et du coup, il y a des gens qui sont arrivés sur mon profil parce que justement, je l'ai transformé en grille et qu'on l'a partagé parce que la technique était intéressante, quoi. Ouais, mais c'est drôle parce que moi, je l'ai vu chez certains entrepreneurs qui ne voulaient plus être présents sur Facebook. Donc, c'est pas évidemment, c'est pas une grille, c'est comme l'image de couverture puis un post épinglé qui explique moi, je suis pas ici parce que ça m'intéresse pas. Fait que retrouvez-moi ailleurs et voici les liens pour ailleurs. Mais je trouve que l'idée de le faire en grille, en plus, l'avantage, c'est que on a plus qu'un post pour pouvoir décortiquer notre écosystème, puis où nous retrouver, puis qu'est-ce qu'on fait. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, est-ce que dans la méthode, justement, que vous enseignez, est-ce que vous avez vu qu'il y a certains entrepreneurs qui l'ont adopté puis que ça a eu vraiment un impact? C'est sûr que là, ce qu'on va mesurer, j'imagine, c'est plus la santé mentale des entrepreneurs. Suite à ça, vous vendez pas le rêve de dire vous allez faire des millions avec cette méthode, mais vous allez vous enlever une tonne de briques peut-être sur les épaules. Ah oui, ça, non, on promet pas des millions avec cette stratégie, c'est pas l'objectif du tout. Hein. Ne venez pas faire une grille Instagram en se disant je vais faire des milliers d'abonnés et je vais gagner plein de sous. C'est pas l'idée du tout, c'est de vous décharger d'un poids et de vous mettre l'énergie et d'avoir plus de place pour mettre votre énergie ailleurs. Écoute, en toute transparence, on a lancé notre produit il y a 1 mois et demi. Donc les personnes qui l'ont acheté sont en cours de création de grille. Je suis pas encore certaine que les premières qu'on a vues soient encore en ligne. Je vais pas revérifier, j'avoue. Ouais, je suis pas allée vérifier non plus, mais mais voilà, pour avoir moi 1 ou 2 clientes qui l'ont déjà, qui avaient déjà un peu commencé à le mettre en place de leur côté, voilà. Il y a quand même toujours du trafic, mais via les autres canaux en fait, parce que l'idée effectivement d'avoir une grille Insta, c'est qu'on n'avait pas que Instagram. Ça ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont que Instagram comme canal de communication de cette stratégie, sinon vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc c'est vraiment pour des personnes, comme disait Chloé, qui ont déjà d'autres canaux, d'autres moyens à leur disposition, et que si pour l'instant c'est pas le cas, effectivement, mettez ça en place d'abord et puis après vous ferez une grille, quoi. Mais voilà, je sais que moi j'ai une de mes clientes qui voit le trafic sur son blog, sur sa newsletter augmenter parce que elle met son énergie aussi à créer des articles bien référencés, etc. Et plus à se prendre la tête sur Instagram, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir poster et qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre pour faire quelques likes et avoir une visibilité de 24 heures. Là, au moins, elle met son énergie et ses efforts mentaux ailleurs. Et par contre, tu vois, même si on n'a pas, c'est encore trop tôt pour mesurer concrètement les effets de notre offre et de la stratégie qu'on propose, mais je trouve que dans toutes les personnes avec qui on a échangé et qu'on soit adopté la stratégie avant notre produit ou qu'on adopté notre produit, il y a toujours un enthousiasme et un soulagement même parfois de dire ah mais enfin mais c'est ça que je veux, ou bien ah ça fait des mois que je fais pas ça et que je veux le faire, voilà ce truc de enfin je vais faire ça et un certain soulagement. J'ai pas forcément ressenti un enthousiasme similaire dans d'autres offres que j'ai proposées, non pas que dans mes autres offres les gens trouvent ça nul, mais là je trouve qu'il y a un enthousiasme un peu différent, voilà, plus un peu de soulagement avec l'enthousiasme. Mais je pense que c'est une vraie réponse à cette problématique de je suis sur Instagram parce que je dois y être, entre guillemets. Genre, j'ai entendu partout que si j'étais pas sur Instagram, c'était la catastrophe. Et qui du coup se forcent à être sur Instagram, alors que finalement, dans la réalité de leur business, c'est pas nécessaire vraiment pour que leur business fonctionne. Et que du coup, avoir cette grille-là, c'est un poids qui s'enlève de leurs épaules de « Ah, enfin un truc que je faisais par obligation parce que tout le monde me dit que c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai une autre alternative et je vais pouvoir enfin m'en libérer et mettre encore une fois mon énergie et ma tête ailleurs. »
C'est pas tout le monde qui aime ça. Tu sais, moi, en fait, c'est ça. Du jour au lendemain, genre, on m'enlève Instagram. Moi, personnellement, je suis triste. J'adore cette plateforme-là. Puis, tu sais, mais je comprends la fatigue, cela dit, parce que je la vis moi aussi. Puis, je veux dire, je suis pas la même entrepreneur qui crée du contenu qu'il y a 5 ans. Je me mets pas non plus la même pression qu'il y a 5 ans. Je priorise d'autres choses, évidemment, que le contenu Instagram. Toutefois, pour moi, c'est vraiment, tu sais, c'est quelque chose que j'aime fondamentalement. Si j'avais plus de temps, il y a plein de choses que j'aimerais faire sur Instagram par plaisir vraiment, là. Mais c'est sûr que comme entrepreneur, il faut prioriser là où les efforts vont justement être le plus payant et le plus, nous assurer un petit peu plus de pérennité. Mais je comprends parce que je l'entends tellement des entrepreneurs qui se sentent obligés, qui sentent cette pression-là de toujours devoir être à la course sur comprendre l'algorithme. OK, là, ça change. Là, OK, avant, c'était les Reels. Là, maintenant, on dit que les carousels, c'est mieux. Puis là, ils viennent complètement mélanger. Puis je pense qu'il y a aussi... moi, je pense que la faute est aussi un peu sur nous qui proposons des stratégies aux gens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup un effort à vouloir complexifier des choses inutilement pour valoriser une certaine forme d'expertise puis avoir l'air d'avoir... Nous, ici, on dit inventer le bouton à 4 trous. Je sais pas si ça se dit de du côté de l'autre Non, côté de j'adore, l'Atlantique. j'adore. Ouais. Bon, ben c'est ça. Tu sais, à un moment Nous, donné, on des dit fois, t'écoutes des inventer discours. le fil à couper le beurre. Ou l'eau chaude. Il a pas inventé l'eau Ou chaude. inventer L'eau l'eau chaude, chaude. oui. Oui, et Oui, ça, mon inventer le beau-père l'a fil dit. à couper le beurre. Fil à couper. Oui, c'est niché, ça, hein? Ça doit être breton, ça. les C'est affaires peut-être une du beurre. expression Ouais. bretonne, je ne sais pas. Ça doit être ça. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est que des Oui. fois, on surcomplexifie une présence en ligne juste pour pouvoir vendre un cours qui explique la méthode, tu sais. Fait que je comprends la fatigue. Puis justement, ce que vous proposez comme méthode, comme vous enseignez en fait le principe du feed fixe comme comme présence sur Instagram. Sous quelle façon en fait vous proposez ça, là? J'ai envie que vous parliez un petit peu du format. C'est une formation, c'est un outil. Comment vous l'enseignez? Alors justement, nous, on voulait que ce soit très pratique, mise en application. On voulait pas créer une formation avec voilà de la théorie, et parce qu'en plus c'est pas une stratégie qui nécessite non plus qu'on parle pendant des heures. C'est plutôt 12 heures. qu'est-ce que je dois faire maintenant. Voilà, c'est ça. Donc on a créé un espace Notion avec 5 parties, 5 étapes à suivre, dans laquelle on donne des conseils. On donne des exercices à chaque fois pour avancer pas à pas vers la création de sa grille. On guide vraiment cette création. On a aussi mis des templates Canva parce qu'on sait bien que tout le monde n'aime pas créer des visuels, et on peut se sentir un peu perdu à l'idée de se dire mais il va falloir en faire 9 et que ça aille ensemble. Donc on a aussi mis les templates. Voilà, on voulait vraiment faciliter la création et la mise en route pour les personnes qui adopteraient le produit, quoi. Ouais, c'est vraiment l'idée. Le but, c'est que une fois que tu as suivi donc la grille Insta, c'est comme ça qu'il s'appelle notre petit produit, tu aies ta grille Insta justement, et donc on a vraiment tout mis en place pour que t'avances pas à pas. Donc voilà, réfléchir un petit peu à comment tu vas faire ta grille, c'est quoi le fond de tes contenus, qu'est-ce qu'on raconte. Donc pareil, on a mis des exemples, des angles, des tournures, etc. Après les templates, bien évidemment, la forme du coup, pour que ça soit quand même un petit peu joli, parce que vu qu'on a que 9 posts, autant optimiser au maximum, même si l'idée c'est pas forcément de faire des trucs voilà incroyables, mais c'est quand même d'avoir quelque chose d'harmonieux, quoi, dirons-nous, cohérent. Et puis la mise en ligne, comment on les met en ligne, comment on réfléchit la mise en ligne, et puis toutes les questions qui vont pouvoir popper dans notre tête une fois qu'on aura mis en ligne notre grille, toutes celles que Chloé a pu avoir pendant la dernière année, et puis celles qu'on a pu nous poser. Voilà, comme elle disait, là on fait un épisode de podcast. Du coup, est-ce que oui ou non elle accepte un poste en collaboration? Comment elle va pouvoir faire? Tu vois. Donc c'est toutes ces genres de petites questions que sur le coup on se pose pas, mais qui vont arriver à un moment donné. Voilà, est-ce que je donne mon compte Insta quand je rencontre des gens ou pas, vu que je poste pas? Enfin voilà, c'est toutes ces petites questionnements là que Chloé a traversé, qu'on a mis à la fin pour donner aussi une fois qu'on l'a mis en ligne, qu'est-ce qu'on fait? Parce que en fait c'est pas tout à fait terminé, quoi. Ouais, et en créant ce produit, en discutant ensemble, dès le début, on a vu que
en fait, on allait créer un produit bien mieux que si on le faisait toute seule de notre côté, en regroupant nos forces, parce que Clémentine, elle a apporté des éléments de stratégie auxquels moi j'aurais peut-être pas pensé, parce que moi je suis spécialisée dans Pinterest, j'ai été rédactrice web avant, mais donc du coup je suis pas forcément hyper informée, peut-être sur Instagram ou la communication en général. Il y a peut-être des choses qui m'auraient échappé, que Clémentine a pu ajouter. Et comme elle dit, moi j'ai l'expérience par contre de 1 an à tester ça, et j'ai traversé déjà tous les questionnements qu'on peut avoir. Donc on peut anticiper tout ça, et le fait de regrouper ces 2 facettes qu'on a, ça nous a vraiment permis, je pense, de bien anticiper les problématiques qu'on peut rencontrer en voulant créer sa grille, et de faciliter cette création au maximum, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ces 2 regards-là. Effectivement, j'ai un peu ce truc un peu de hauteur, entre guillemets, je suis stratège en communication, donc c'est vraiment cette partie réflexion, on pose les questions des fois qui fâchent un petit peu. Et puis, du coup, c'est hyper intéressant d'avoir le regard de Chloé, de celle qui l'expérimente au quotidien. Voilà, des fois, dans les parties que moi j'ai pu gérer sur des parties un peu plus stratégiques, Chloé, elle vient mettre son petit, moi, comment mon expérience s'est passée, en fait, parce que, c'est bien beau la théorie et la stratégie, Clémentine, mais dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? Et à l'inverse, voilà, Chloé qui partage son expertise, son expérience, et moi je vais dire, alors attention, parce que là, niveau stratégie, il faudrait penser à ça. Voilà. Du coup, on se complète à fond, en fait, là-dessus, et ça a été très plaisant de travailler ensemble là-dessus, parce que voilà, on se complète vraiment bien sur ce qu'on s'est apporté. Mais moi, je suis une bille en design, et Chloé, elle a fait des templates qui sont trop beaux. J'adore. Mais oui, il faut compléter avec les forces, clairement. C'est un match parfait, finalement, votre affaire, là. J'adore. Voilà. Mais justement, parlant d'expertise puis parlant d'expérience, parce que pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose des fois que comme personne qui est sur le web depuis plus longtemps, parfois que certains de nos clientes, des fois, je pense qu'on perd la perspective de l'instant T. C'est-à-dire, aujourd'hui, 2026, la réalité du web a énormément changé. La réalité aussi de la rédaction a énormément changé avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Il n'y a jamais eu autant de contenu publié à la seconde sur le web. Et moi, mon questionnement par rapport à ça, c'est si vous aviez à repartir à zéro aujourd'hui et que tout votre héritage des dernières années en ligne n'existait plus, est-ce qu'il y a des choses qui changeraient dans votre façon de je veux dire, conquérir le web? Mais dans le sens où j'ai l'impression qu'on a comme un peu un espèce... On part pas de zéro. T'sais, si, mettons, moi, du jour au lendemain, je tire sur la plug de mon Instagram, même si, bon, j'ai pas vraiment de blog, mais que je me mettais à avoir un blog, peut-être que ça serait plus facile que quelqu'un qui commence aujourd'hui de zéro puis qui a aucune notoriété ou qui a même aucune pièce de contenu disponible en ligne. C'est quoi votre impression là-dessus par rapport à aujourd'hui si on avait à commencer? C'est une bonne question. Ah, c'est une grande question. C'est une grande question. Okay, mais c'est parce que je le vois, là, c'est plus la même game pour avoir un blog aujourd'hui, là. Ouais, c'est sûr, hein. Ah, moi, déjà, quelque chose que je ferais, bon, je pense que j'aime l'écrit, donc je choisirais l'écrit à un moment donné. Donc, il y aurait un blog, il y aurait une newsletter. Je pense que j'arriverais à ces stratégies-là, mais par contre, ce que j'attendrais pas des années pour faire, et que là, j'ai attendu des années pour faire, c'est de m'entourer, quoi. C'est de pas rester dans ma coquille. Moi, je suis très contente chez moi avec de la musique, à écrire des articles de blog et à parler à personne. Ça me pose pas de problème. Mais du coup, j'ai mis trop de temps à me faire des vrais contacts de personnes qui soient aussi entrepreneurs, et voilà, et d'avoir un vrai réseau. J'ai mis beaucoup trop de temps à le faire, et je me rends compte de tout ce que ça m'apporte maintenant que je me suis créé ces contacts. Et voilà, si j'avais pas parlé avec Clémentine, on serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas créé ce produit. Donc ça amène même des opportunités qu'on ne soupçonne pas des fois. Donc vraiment, moi, j'attendrais pas pour rencontrer des gens. Ouais, on s'entend si bien parce qu'on est pareil avec Chloé, c'est-à-dire que moi aussi, je pourrais très bien rester dans ma grotte et parler. Vous êtes les premières personnes à qui je parle. En France, il était 15h30 quand on a commencé à enregistrer l'épisode de podcast. C'est pour, voilà, vous dire à quel point, effectivement. Pareil. Je peux rester dans ma grotte pendant longtemps, et
que ça me dérange pas trop. Mais comme Chloé, en fait, je pense que si demain j'avais plus rien et que je devais vraiment recommencer de zéro et que je perdais toutes mes compétences, que je savais plus faire du contenu, comme ça peut être le cas pour mes clientes en fait qui ne sont pas des communicantes nées, qui sont en apprentissage et pour qui c'est pas forcément aussi évident que pour moi. Je pense que je ferais comme Chloé en fait. Je ferais du réseau. Je m'entourerais. Et si je devais commencer à créer du contenu, je pense que je commencerais peut-être par un podcast où je ferais le maximum d'interviews possible parce que c'est un bon moyen d'aller rencontrer des gens, tu vois, de dire eh ben tiens, j'ai un podcast qui parle de ça, est-ce que tu peux venir, est-ce qu'on peut discuter et créer des liens, tu vois. Bon, nous Chloé, ça fait un moment qu'on se suit l'une et l'autre, mais c'est depuis cet épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble qu'on s'est quasiment plus quitté depuis 1 an en fait, et qu'on se parle quasiment tous les jours. Donc voilà, c'est aussi une bonne excuse entre guillemets le podcast pour faire du lien avec des gens. Donc perso, si je devais vraiment recommencer de zéro en mode je sais pas créer du contenu, un podcast c'est quand même pas compliqué. Il suffit d'avoir un micro, un outil d'enregistrement et de montage, voilà. Et après tu mets ça en ligne sur Creator for Spotify, c'est gratuit, où il y en a plein d'autres, Ocha, etc. Exact. C'est pas compliqué en soi de créer un podcast. C'est, je pense, moins compliqué de créer un podcast que de créer un blog. Parce que créer un blog, il y a pas... Ben, c'est ça que j'avais le référencement naturel, tu vois, effectivement, si tu fais des articles de blog sans te préoccuper du référencement naturel, bah, ça sert un peu à rien. Le podcast, vu que le PSO est pas encore ultra développé, c'est un peu plus facile de remonter dans les résultats de recherche. Moi, je le vois bien sur mon podcast. Je pense qu'il y a 50% des gens qui découvrent mon podcast qui le découvrent sur Spotify via les résultats de recherche, ce qui est quand même pas dégueu, mais j'ai pas travaillé mon PSO autant que je travaille mon SEO quand je fais mes articles de blog ou mes pages de site, quoi. Donc voilà, je pense que je commencerai par là, et surtout le côté humain, rencontre, relation, parce que mine de rien, c'est les gens qui nous connaissent qui nous aident aussi à nous développer et à faire parler de nous. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans dans le crowdfunding, dans le financement participatif, et ça marche comme ça, le financement participatif. C'est, on va d'abord parler de notre projet et faire financer notre projet par nos proches, et après les amis des amis, et après des gens qui nous connaissent pas. Et en fait, dans nos business, c'est un peu pareil. Il faut que nos gens autour de nous en parlent, enfin, le sachent, en parlent autour d'eux, etc., etc. Sauf qu'on essaye toujours d'aller taper les gens qui nous connaissent pas d'abord, avant d'aller taper les gens qui nous connaissent. Donc, moi, je retravaillerai mon premier cercle. Je prendrai soin de mon premier cercle. Et tu vois, moi, je me dis en t'écoutant que si je devais recommencer à zéro la création de contenu, enfin, vraiment, j'ai pas d'expérience et tout, j'espère que j'aurai la sagesse de me dire c'est ok et c'est normal si ce que tu fais c'est peut-être pas extraordinaire, que c'est peut-être un peu, enfin tu vois, de pas avoir des attentes de folie, de pas me comparer à la plus grande podcasteuse de l'entrepreneuriat francophone, tu vois, de me dire mais moi je débute donc j'apprends, et de me dire à chaque contenu que je vais créer, je vais apprendre un peu plus et je vais être de plus en plus doué, si on peut dire. Je vais le créer, mon contenu il va être de mieux en mieux, mais en fait pour créer du super contenu, il va falloir d'abord que je crée du contenu peut-être moins bien, mais en fait c'est pas en faisant pas de contenu que je vais apprendre à en faire, donc faut faire, et c'est pas grave si je me trompe de format de contenu et que je me rends compte en cours de route qu'en fait je me suis lancée sur Instagram mais qu'Instagram ça me saoule et finalement je vais vers un podcast. Voilà, bien sûr l'objectif n'est pas de changer de stratégie tous les mois, mais que c'est normal de faire des erreurs et qu'on apprend en faisant, pas en réfléchissant dans sa tête. Personne ne veut voir nos premiers contenus. Hein. Non. C'est gênant. C'est gênant. Ça me frustre de savoir que l'épisode de podcast le plus écouté sur mon podcast, c'est toujours le numéro 1. Ah oui? Oui. Oh mon Dieu, pauvre toi. Mais ça, je pense que des fois, c'est parce que les gens s'abonnent et doivent mettre le fil par ordre chronologique et du coup écouter le premier épisode, quoi. Donc, oh mon Dieu, je suis contente que ce soit pas le cas pour moi, par exemple, parce que... Mais c'est ça aussi, c'est qu'on est moins à l'aise, mais dans tout, tu sais, que ce soit le podcast, c'est sûr que de parler devant un micro, ben là, tu sais, les entrevues, il y a quelqu'un avec nous, mais quand c'est un épisode solo, c'est très contre nature de s'enregistrer tout seul dans son bureau, devant un micro, puis de penser que
il y a personne qui pense que c'est intéressant au départ. Tu sais, même on doute, tu sais, on dit, est-ce que je vais le publier? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment l'écouter? C'est avec le temps aussi qu'on... Le pire, c'est la vidéo, tu sais, je veux dire, les premières vidéos, mon Dieu, c'est gênant. C'est vraiment... C'est souffrant de les écouter Ouais. aujourd'hui, je trouve. Ah oui. Ouais. Oui. Mais on est Ça toutes et fait tous mal. passés par là et c'est normal, c'est la courbe d'apprentissage. Hein. Les plus grands sportifs ne sont pas devenus les plus grands sportifs C'est ça. en se levant un matin et en disant tiens ça y est, je vais aller faire Je le JO. cours vite. Bah non. Ouais. Au début ils ont J'aime fait... que tu nous compares à des sportifs, j'adore. C'est notre sport, les communications et le marketing. Ben, ça peut être très sportif quand même. Ça peut être quand même très sportif. On bouge peut-être Tu- pas, Ah, mais- peut-être pas trop notre corps, mais notre cerveau Ouais. se muscle. Le cerveau, oui, s'active pas mal. Mais en dernière question, j'avais le goût, en fait, de connaître un peu de votre point de vue, ce serait quoi la croyance, disons, marketing ou entrepreneuriale que vous êtes un peu, que vous aimeriez voir disparaître dans notre univers du web? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens effacent de leurs croyances pour le bien commun? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous monte spontanément? Moi je sais. Oui, vas-y. Moi, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup qu'on arrête avec ces croyances que les réseaux sociaux, c'est obligatoire. Ouais. Je n'en peux plus d'entendre des entrepreneurs me dire « Mais il faut que, j'ai pas le choix, c'est comme ça, si je... » Ah non, il y a tellement d'autres manières de communiquer. Les réseaux, c'est très bien, mais ça reste un outil de communication. Et donc, un couteau, ça fonctionne très bien. C'est un super outil, mais selon ce qu'on en fait, ça peut avoir Parfois, on a besoin d'une cuillère. Voilà, des fois, on a besoin d'une cuillère, on a besoin d'autre chose. J'ai fait cette référence-là la dernière fois en atelier. J'ai dit, quand je mange avec mon chéri, moi, je mange toujours avec une fourchette, lui, il mange toujours avec une cuillère, et on arrive toujours au même résultat, on a fini notre gamet. C'est pareil avec les réseaux sociaux. J'adore. Ça reste un outil. Il peut très bien fonctionner, mais il y a aussi d'autres manières pour communiquer. Donc moi, si on pouvait juste arrêter avec ce « je suis obligée, j'ai pas le choix », ça serait bien. Carrément. Moi, je suis forcément d'accord avec Clémentine. J'ai même envie d'ouvrir encore plus et de dire mais il y a pas une stratégie qui convient à tout le monde. Tu parlais de couteaux, en fait il y a plein de couteaux différents. Tu prends pas un couteau à beurre pour couper ton steak. Donc il y a plein de couteaux différents, faut trouver le bon couteau pour toi et pour ton business. On part dans des images. Mais au moins on reste dans la cuisine, ça me va. Nos comparaisons sont un peu cheloues, mais bon. Mais non, mais en fait, c'est parce que, tu sais, ça fait beaucoup de sens, puis je comprends d'où ça naît, ces croyances-là, parce que, justement, tu sais, je me sais plus qui des deux l'avait mentionné tout à l'heure, mais si on suit un expert Instagram, cet expert-là va nous dire Instagram, c'est la meilleure façon de monétiser son expertise. Après ça, un expert blog va dire, mais oui, mais le blog, c'est la meilleure façon de montrer son expertise, etc., etc. Donc, la pub, même chose, on va dire, ça faut que tu fasses ta pub si tu veux que ça fonctionne, tes affaires. Tu sais, donc, le problème, c'est un peu ça, c'est que tout le monde tire la couverture de son côté, puis l'entrepreneur, lui, se retrouve à être un peu perdu dans tout ça, puis c'est normal. Tu sais, je pense, ouais. Ah oui, mais je pense qu'il faut partir de ses forces aussi. Ouais, carrément, à 100% d'accord avec toi. C'est sûr. Et c'est pas pour culpabiliser les personnes qui nous écouteraient. Effectivement, comme tu dis, Ben on non. a tellement de discours contradictoires partout que c'est facile de se perdre, c'est facile de penser que ça c'est la meilleure stratégie pour nous parce que il y a d'autres personnes qui ont des résultats, etc. Et effectivement, il y a plein de stratégies et elles fonctionnent toutes. C'est juste, comme tu dis, revenir à soi, à ses forces, à nos compétences, à nos appétences et à notre propre réalité et à la réalité de notre entreprise aussi, en fait. Et essayer de faire taire un petit peu les sirènes et le FOMO qui nous attire de partout. Mais je sais, c'est pas facile et je pense qu'on l'a toutes vécu de acheter quelque chose dans « Oh, voilà, c'est trop la stratégie qu'il faut » et puis mettre le nez dedans et dire « Pas du tout en fait. » Ouais. Commencer 2 semaines et se décourager parce qu'on se rend compte que c'est pas aligné. Effectivement, been there, done that, comme on dit. Fait que je le comprends. Mon compte TikTok et ses 6 vidéos en sont témoins. Ah, tu t'es rendu à 6. Ouais, je pense que je suis allée peut-être jusqu'à 6 vidéos avant de me dire pourquoi tu es là. C'est fou, hein? Mais tu sais, on parlait du podcast, là, le nombre de podcasts avec moins de 10 épisodes.
Ça aussi, c'est flagrant, là. On le voit parce que, en fait, c'est que ça demande des efforts. Tu sais, tantôt, Clémentine, tu disais c'est facile. En fait, dans la théorie, si on enlève le chapeau du perfectionnisme, faire un podcast, ça peut être vraiment plus simple que ce que beaucoup de gens pensent. Mais après ça, de maintenir, que ce soit un blog ou un podcast, c'est de maintenir en fait la cadence et de s'engager dans le processus. Bien, il y a beaucoup de gens qui se découragent justement parce que c'est du long terme. Tu sais, c'est ça aussi. Le long terme, on gratifie beaucoup les résultats rapides. Fait que, tu sais, je suis convaincue, Clémentine, que c'est pas après ton 3e épisode que tu as commencé à avoir de l'attraction puis des résultats. Ben c'est ça, tu sais, moi non plus, là. Tu sais, moi, Pas très bien. c'est le long terme qui est payant. Ça serait bien, ça serait le fun. Faudrait faire un scandale à l'épisode 2. Donc là, ça donnerait des résultats rapidement. Tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, là, c'est ça qu'on dit. Mais le but, c'est pas ça. Enfin, moi, c'est pas ça. C'est pas ce que la stratégie qu'on vous propose dans l'épisode. Ne suivez pas ce dernier conseil. Voilà. Mais je suis vraiment contente de la discussion. Merci d'être venu jaser, en fait, de cette nouvelle alternative avec Instagram, qui, je pense, peut même s'appliquer à d'autres plateformes, comme je disais tout à l'heure, avec Facebook, de l'adapter autrement. Mais le principe, je pense qu'il pourrait faire vraiment beaucoup de bien à des entrepreneurs qui se sentent épuisés de publier sur Instagram, puis qui sont peut-être aussi plus alignés avec, comme on l'a dit, là, les valeurs et disons, les propriétaires et leur vision du web. Ouais. Moi, je l'ai fait sur LinkedIn. Un énorme aussi. merci. Ouais. Juste pour te dire, effectivement, moi, je l'ai fait sur LinkedIn. J'ai arrêté de publier sur LinkedIn, mais j'ai pas supprimé mon profil LinkedIn. Donc, j'ai optimisé mon profil LinkedIn avec ma bannière. C'est écrit en gros, je poste plus sur LinkedIn, mais tu me retrouves toutes les semaines sur mon podcast. Et voilà, tu vois. Et ça peut être effectivement adapté à d'autres canaux de réseaux sociaux. Bien sûr. Ouais. Mais il y a moins la contrainte que sur Instagram, parce qu'Instagram, il y a cette contrainte visuelle, effectivement, qu'on va pas forcément retrouver ailleurs. Exact. Mais en tout cas, j'invite les entrepreneurs qui nous écoutent à aller voir. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc, la grille Insta. C'est bien ça? J'ai bien nommé? C'est bien oui, ça. Parfait. La grille Insta, mais allez voir ça si l'objectif vous parle et que vous vous sentez concerné par les 40 titres d'Instagram. C'est peut-être la nouvelle voie pour vous sentir plus aligné. Donc voilà, mais merci les filles. Merci Mélanie. Merci Très à belle toi. discussion. Oui, bye tout le monde.